bonjour à tous. Donc, en 2019, pour la fissure anale, il faut toujours bien avoir en tête que le traitement médical a une place prépondérante. C'est extrêmement important malgré l'efficacité redoutable du traitement chirurgical. La chirurgie marche très très bien pour la fissure anale. C'est quand même une pathologie fonctionnelle, et il faut être prudent et avoir une bonne stratégie. Alors, le traitement médical a vraiment un intérêt. Comme vous voyez ici, la chirurgie va avoir toute sa place lorsqu'on est en échec, lorsque c'est une fissure irréparalgique, lorsqu'elle est infectée. Mais lorsqu'on fait une chirurgie anale, le risque, c'est sur le trouble de la continence. Vous voyez ici, les valeurs sont variables d'une étude à une autre. Mais ce qu'on retrouve après une fissurectomie, c'est que le risque d'incontinence anale peut être multiplié par près de 4 et de sphinctérotomie latérale interne par près de 7. Donc ce n'est pas innocent et risque d'avoir une conséquence. Les objectifs du traitement médical sont toujours les mêmes, vous les connaissez, mais je vous ai repris ici. Avant tout, soulager le patient. S'il a mal, il faut vraiment qu'il parte avec un traitement permettant de contrôler cette douleur, qui en plus va être responsable de la pérennité de la fissure anale par l'hypertonie sphinctérienne, de contrôler le facteur déclenchant, le trouble du transit, que ce soit une constipation le plus souvent ou une diarrhée, et ça d'insister lourdement auprès du patient sur un traitement vraiment au long cours. Et il y a des études qui ont montré plus on laissait mais ça se compte en mois, et plus ça va éviter de les voir revenir. Et puis de faire cicatriser la fissure, et donc là deux possibilités, soit de simple émollient, une crème cicatrisante au choix, on en a plein sur le marché, ou alors des produits plus techniques qui vont avoir une action sur l'hypertonie sphinctérienne pour permettre la cicatrisation de la fissure. Deux vieux papiers, mais je les ressors, mais il n'y en a plus d'autres depuis, qui montraient juste le traitement médical, la régulation du transit. Et on voit chez des patients, près de 400 patients, quand même suivis 6 ans, c'est beaucoup, on voyait qu'il y avait une efficacité qui était près de 50%, et lorsque les patients récidivaient, on leur remettait le traitement et ça fonctionnait. Par contre, là où ils insistaient, déjà à l'époque, c'était des traitements longs, 4-8 semaines. Une autre série avec un suivi un peu plus court, un peu plus de patients. Le traitement médical permettait d'améliorer les gens dans 62% des cas. 86%, c'est s'ils allaient plus loin, c'est les 6 mois. Donc l'impression qu'on avait, c'était qu'il fallait vraiment insister et les traiter longtemps. Alors, il y a eu plein de méta-analyses depuis. Qu'est-ce qu'on trouve en fait? Ce qu'on trouve, c'est que c'est toujours les mêmes choses, c'est que les médicaments qui ont une action sur l'hypertonie sphinctérienne, les nitrés, les inhibiteurs calciques, la toxine botulique, ça semble efficace, ça marche pas trop mal, mais la plupart des séries sont assez courtes. On a des suivis courts, on ne sait pas ce que ça va redonner après. Et les chiffres sont ceux-là. En gros, quel que soit le médicament, ça fonctionne à peu près dans 50% des cas environ, mais il y a une récidive également dans 50% des cas. Donc ça, c'était la méta-analyse Nelson, c'était en 2012. Il y a une méta-analyse plus récente, en 2017, qui retrouve des chiffres à peu près comparables, 50 à 60%. Donc, comment optimiser vraiment le traitement médical pour que ça fonctionne bien? Alors, on a tout essayé. Je n'ai pas tout repris, mais grosso modo, pour certains points, on s'est dit on va changer la voie d'administration. Pour les inhibiteurs calciques, il vaut mieux mettre en topique plutôt que péros, ça marche mieux. Pour les dérivés nitrés, on a joué sur la concentration, que ce soit du 0,2, du 0,4, ça fonctionne pareil. La toxine botulique, qui en France n'a pas la même, je vous rappelle, mais dans les pays anglo-saxons, elle est vraiment utilisée. Donc là, pareil, on a tout essayé. La dose, le site d'injection, le nombre d'injections, le volume d'injection, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, entre quelles que soient les modalités d'utilisation du Botox. Mais encore une fois, en France, il n'y a pas la MM, mais ça coûte cher. Et puis, il y a toutes les autres molécules qu'on a tous essayées. On a fait un atelier il y a 2 jours, on parlait de miel de Manuka, il y a plein de topiques qu'on peut essayer qui peuvent fonctionner. Donc là, il y a le Muxinol, le Levorag, qui semble bien fonctionner, mais c'est des séries avec ce sont des séries avec des suivis très courts en général, la plupart du temps. Puis on a essayé de combiner la toxine botulique avec des nitrés, on fait une fissurectomie, on rajoute des nitrés. Il n'y a rien vraiment de probant. Ce n'est pas des case reports, mais pas loin. Par contre,
Il y a 2 travaux vraiment intéressants qui vont dans le sens déjà des séries que je vous ai montrées qui dataient de maintenant 40 ans. Donc ça, c'est un travail qui avait été mené dans un centre, un seul chirurgien. Et donc à tous ces patients, il disait, voilà, vous avez une fissure anale chronique, il va falloir peut-être vous opérer, mais il y a un traitement qu'on peut vous donner, des nitrés ou alors de la toxine botulique. Et les gens choisissaient ce qu'ils voulaient. Donc dans le tableau que vous voyez en haut à droite, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, il y a des gens qui disaient, je vais être opéré tout de suite. Et d'autres qui disaient, je vais les nitrer, les toxines. Mais on voyait qu'avec cette stratégie où ils laissaient le choix en les orientant un petit peu, il n'y avait que 25% de patients qui finalement étaient opérés au total. Un autre travail, encore pour moi bien plus intéressant, donc sur un centre, ils ont évalué de façon rétrospective la prise en charge de la fissure anale. Et ils ont interrogé les gens comment il est pris en charge. Vous voyez que la compliance aux recommandations, 44%. Le taux de chirurgie, 50% quasiment. Et la cicatrisation, donc avec un traitement médical, 26%. Donc ils ont dit, on va faire un petit congrès, on va faire un petit topo, on va vous expliquer les recommandations. Traitement médical, on optimise, si ça ne marche pas, éventuellement la toxine, et si ça ne marche pas, on opère. Eh bien, quand on a un bon élève, comme pour ce que disait Laurent tout à l'heure sur les bonnes modalités d'un accouchement, on va apprendre à vous faire accoucher avec moins de risques. Vous voyez, dès qu'on fait attention, taux de chirurgie, 10%, c'est effondré. D'accord ? Et la cicatrisation sans chirurgie, 83%. Ça veut dire qu'il faut bien suivre les règles. Il ne faut pas se précipiter sur la chirurgie. Régulation du transit prolongée, on part sur plusieurs mois, et en fonction de l'hypertonie, s'il n'y a pas d'hypertonie, un émollient quelconque, ça fonctionnera très bien. Et s'il y a une hypertonie, je crois, lorsqu'on regarde la littérature, il faut vraiment se poser la question de l'utilisation de ces nitrés, des inhibiteurs calciques en préparation magistrale, et d'utiliser de façon assez systématique. Et d'emblée, on dit aux patients, je ne vous revois pas avant 6 semaines au minimum. 8 semaines. Ne revenez que s'il y a un problème. Ça ne sert à rien de les faire revenir avant et d'insister pour qu'ils se mettent ces topiques, même s'ils ont plus mal. L'objectif, c'est plus la douleur qu'on leur a contrôlé rapidement avec les antalgiques, c'est de faire cicatriser pour pas que ça revienne. En ce qui concerne la chirurgie, c'est là où tout le monde n'est pas d'accord en France. Alors, est-ce qu'il faut opérer déjà ? Est-ce que c'est un intérêt d'opérer un patient ? A priori, oui. Donc là, il y a 2 séries. Des patients qui avaient été opérés pour fissure anale chronique et les constatations opératoires. Vous voyez qu'il y avait des suppurations dans 16% des cas, essentiellement des abcès intersphinctériens. Et une autre série qui ont proposé, ces mêmes patients, une échondoscopie anale. Là, ils trouvaient des suppurations dans 65% des cas. Des fistules basses, le plus souvent de la fameuse fissure-fistule. Donc, conclusion, qu'on n'opère pas une fistule chronique risque de s'infecter. Et dans la vie de tous les jours, les patients qui ne veulent pas se faire opérer, on a tendance à les revoir quelques mois, quelques années plus tard avec une fistule. Ça, c'est la vraie vie. Alors, quelle fistule opérer finalement ? La fissure anale aiguë ou chronique, lorsque le traitement ne fonctionne pas en première ligne, voire après échec, est-ce qu'on remet une couche de traitement, on fait patienter un petit peu plus les patients, est-ce qu'on essaie la toxine botulique même s'il n'est pas AMM, et puis bien évidemment dès que c'est infecté. Les options chirurgicales sont la fissurectomie seule, associée à une anoplastie, et la sphincterotomie latérale interne. La fissurectomie, à laquelle on peut associer une anoplastie, ça marche très très bien. Cicatrisation chez quasiment 100% des patients en moins de 8 semaines. Ça, c'est un travail qu'avait mené Laurent est ici, donc avec plein de centres référents, plein de centres experts en France. Risque d'incontinence anale était essentiellement chez les patients qui étaient à risque. Vous voyez, les patients qui avaient une cholecystectomie avec une diarrhée, des accouchements un petit peu difficiles ou multiples. Et degré de satisfaction des patients, 91%. Et cette technique a été réévaluée par une étude à long terme, avec, vous voyez, donc peu de récidives, 11% sur un suivi moyen de 8 ans quand même, et puis un impact sur la continence anale fécale minime. Donc c'est une très bonne technique. Est-ce qu'il faut utiliser l'anoplastie ou pas ? Donc toujours dans ce travail, l'anoplastie, elle apporte quoi ? Ça va cicatriser un petit peu plus vite, je crois, de mémoire, une semaine plus tôt. Mais il peut y avoir des complications, notamment des infections sous le lambeau, différées de quelques mois ou quelques années, on peut retrouver ça. La fissurectomie seule, ça cicatrise très bien. Au niveau de la douleur, ça fait un peu mal. Certains disent que ça fait très mal en post-opératoire, mais ils n'ont pas forcément mal. Donc, une fissurectomie simple, les suites sont extrêmement simples.
Arrêt de travail 3 semaines, décicatrisation 7 semaines. La tendance actuelle, sachez, chez les proctologues, c'est de faire de moins en moins d'anoplastie, parce qu'on n'y gagne pas grand-chose et qu'on risque d'avoir une infection. La sphinctérotomie latérale interne. Donc ça, c'est le gold standard anglo-saxon. Si vous jetez un coup d'œil dans les papiers, c'est ce qu'il faut faire. Il y a 2 techniques, ouvertes ou fermées, peu importe. La tendance actuelle est de ne pas trop couper de muscles sphinctériens. On appelle ça la telluride sphinctérotomie. Les méta-analyses, toujours, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, c'est que sur le plan chirurgical, le roi reste toujours la sphinctérotomie latérale interne. Ça cicatrise très souvent, et finalement l'incontinence anale, dernière méta-analyse, c'est pas tant que ça, c'est 3,4% en moyenne, mais quand on aura les papiers, c'est entre 3 et 4%. Alors peut-être c'est parce que les patients sont mieux sélectionnés, parce que les gens sont mieux opérés, on ne donne pas un grand coup de bistouri qui fend tout le sphincter interne. On en a eu très peur jusqu'à présent en France. Vous voyez, dans les séries historiques, c'était 3-30% d'incontinence anale sévère après sphinctérotomie. Des papiers, donc, qui maintenant ne sont pas si vieux que ça, mais 14% à 2 ans, essentiellement des fuites de gaz, du soiling, mais celles liquides et solides, pas beaucoup, moins de 2%. Et comme je dis toujours, pour nous c'est 2%, mais pour le patient c'est 100% quand il fait caca dans sa culotte. Donc il ne faut pas l'oublier ça. Et il faut poser il faut opposer à ça le risque d'incontinence anale qui est trouvé quand même de nouveau après fissurectomie de 7%. Alors les bons candidats à sphinctérotomie latérale interne finalement, qui on peut confier, serait peut-être un homme qui a très mal, avec une hypertonie anale, et à éviter chez la femme s'il y a des antécédents chirurgicaux de chirurgie anale ou des antécédents obstétricaux de déchirure périnéale, diarrhée chronique, bien sûr, ça c'est difficile à tenir, et des troubles préexistants de la continence anale. Les recommandations actuelles, on a quoi? En France, on n'en a pas. Donc, on a les Anglais, les Américains et les Italiens. Fissure anale, on fait un traitement médical, ça ne marche pas, on se trouve en fissure anale chronique. Les Italiens, les nitrés surtout, parce qu'ils inhibiteurs calciques, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de data. 6-8 semaines, ça ne marche pas, chirurgie. Les Américains, eux, ils utilisent également les inhibiteurs calciques. Quand ça ne fonctionne pas, toxine botulique, qui renouvelle si ça ne fonctionne toujours pas, et après ils vont à la chirurgie. Et c'est avec ces chiffres-là qu'ils ont entre 10 et 25% de patients qui finalement vont être opérés. Plus en détail pour les recommandations italiennes, traitement médical optimisé et d'emblée les médicaments sur l'hypertonie sphinctérienne, et pour la chirurgie, essentiellement la sphinctérotomie latérale interne, les anoplasties en cas de risque d'incontinence anale. Les Américains, c'est à peu près la même chose, comme je vous disais, sauf qu'ils optimisent toujours d'emblée. L'inhibiteur calcique, nitré, toujours d'emblée. Toxine, toujours d'emblée en première intention. Et quand ça ne fonctionne pas, sphinctérotomie latérale interne. Et si jamais il y a des risques d'incontinence anale, dans ces cas-là, ils feront plutôt des anoplasties. Alors en France, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Bon, on a réfléchi à ça, il y aura un papier qui sortira normalement l'an prochain. Fissure anale chronique, toujours la chirurgie dans des cas bien précis. Et puis le traitement médical qui doit être optimisé d'emblée. On ne fait pas 2-4 semaines et on voit après, non, on fait 6-8 semaines et on se revoit après. En cas d'échec, la chirurgie, à ce moment, se baser peut-être sur l'hypertonie sphinctérienne. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'indication au sens, ça coupe un sphincter qui n'est pas hypertonique, donc une fissurectomie. Et en cas d'hypertonie, se poser la question, l'homme hyperalgique, peut-être lui proposer la fissurectomie, la sphinctérotomie, et s'il s'agit d'une femme ou s'il y a des risques d'incontinence anale, plutôt une fissurectomie. Alors la question, est-ce qu'une femme hypertonique, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Une jeune femme, je ne sais pas si elle va accoucher plus tard, si elle va se faire exploser le périnée en accouchant, donc déjà de créer une plaie à son sphincter sans savoir ce qui va arriver plus tard, à mon sens, il vaut mieux éviter, être extrêmement prudent par rapport à ça. En cas d'échec, après la chirurgie, après une fissurectomie, réfléchir à l'anoplastie ou à une sphinctérotomie, et si après une sphinctérotomie, de l'autre côté, donc soit une fissurectomie ou une plastie, mais toujours en tenant compte des risques d'incontinence anale. C'est une chirurgie fonctionnelle, il ne faut pas graver les gens. Il faut vraiment faire attention à ne leur pas induire un problème d'incontinence anale qui sera définitif. Parce que le sphincter interne, on ne sait pas le réparer. Le sphincter externe, on le répare, l'interne, on ne le répare pas. Est-ce qu'il faut faire une manométrie ou une écho-endale? On n'en sait strictement rien du tout. Si la patiente est inquiète, on peut lui faire, parce que pour la rassurer elle, mais ça n'apportera pas grand-chose. Conclusion, dernière diapo, Bernard.
Voilà. Donc, les points sur lesquels on voulait insister à la CNFCP, c'était ça, c'est que le traitement médical, il faut vraiment s'attacher à l'optimiser d'emblée. Pas première ligne, deuxième ligne, parce que nous, en tout cas, on n'a pas la toxine. Je ne pense pas forcément que la toxine, en plus, apporte vraiment quelque chose. Mais l'optimiser d'emblée avec les bons médicaments, en fonction de l'hypertension sphinctérienne et surtout de la durée. C'est 6-8 semaines. On n'atteint pas avant. On ne se précipite pas pour jeter le patient dans les mains du chirurgien. Et lorsque ça ne fonctionne pas, la sphinctérotomie latérale interne n'est peut-être finalement pas un si mauvais traitement, parce que jusqu'à présent, avec les Français qui ne le faisaient pas, le monde entier la faisait. Les taux d'incontinence anale ne sont pas a priori si importants si on fait attention, et puis surtout si on fait ça aux patients pour qui c'est vraiment indiqué, hommes, anus hypertonique et patients hyperalgiques, et pour tous les autres plutôt privilégiés, je reste encore là-dessus d'accord avec toi Laurent, pour la fisturectomie. Je vous remercie.